Bonjour, c'est ici chez SMG Confrères que je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième édition de Global Industrie 360. Nous parlerons industrie avec Alexandre Sobo, le président de France Industrie, puis nous aurons un débat sur la 5G, un débat passionnant. N'oubliez pas que 2021 sera l'année de la 5G dans l'industrie. Et enfin, nous visiterons SMG Confrères. Allez, direction France Industrie pour quelques chiffres exclusifs. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Merci de nous recevoir et de passer un peu de temps avec nous pour parler industrie. Comme en janvier, en fait, je vais découper cet échange en deux parties, une partie plus économique et puis une partie où on viendra sur un peu l'actualité, l'actualité des moments. Alors, première question, l'activité industrielle pour ce premier trimestre 2021, j'imagine qu'elle n'est peut-être pas au beau fixe, avec un troisième confinement qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre là-dessus ? Écoutez, les chiffres, et ça a été confirmé par l'INSEE, montrent que l'activité industrielle en ce début d'année est revenue à des niveaux très proches de ce qu'ils étaient avant la crise. Donc c'est une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir. D'ailleurs, ça se traduit par des sujets sur matières premières, tensions sur les approvisionnements. Mais derrière cette bonne nouvelle globale, il faut quand même bien voir une assez grande diversité des situations avec des secteurs. On pense évidemment naturellement à l'aéronautique, mais il y en a d'autres qui sont largement fournisseurs de tous les métiers fermés. Hôtellerie, restauration, tourisme, transport aérien, qui souffrent encore beaucoup et donc il faut, derrière ce bon niveau d'activité, continuer à surveiller les secteurs sensibles et à aider tous ceux qui en ont besoin. Et par rapport au reste du monde, on se situe comment ? Les éléments de reprise, ça a été très clair, ils sont intervenus beaucoup plus tôt en Asie et notamment en Chine, avec un rebond qui s'est produit quasiment dès l'été dernier. Donc ça fait une vraie différence. Sur les États-Unis, le rebond là aussi est peut-être un peu plus précoce, mais surtout c'est l'ampleur du plan de relance. Presque 2000 milliards de dollars avec des décisions qui sont prises très rapidement, quand l'Europe est toujours dans son schéma d'approbation du plan qui a été décidé il y a maintenant 9 mois. D'accord, donc il y a un peu de latence. Est-ce que vous avez des chiffres sur le ressenti des industriels, sur les perspectives, et est-ce qu'on peut faire une courbe en disant entre le ressenti et le réel, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Je pense qu'on a vu depuis autour de Noël un vrai effet vaccin. C'est-à-dire que la perspective et la vitesse avec laquelle on a réussi à mettre sur le marché des vaccins dont tout le monde dit qu'ils sont efficaces pour lutter contre la maladie, s'est traduit par un vrai sentiment de retour de la confiance et l'idée que quelque part d'ici la fin de cette année, on retrouverait une vie, alors comme avant, sûrement pas, mais en tout cas beaucoup plus normale et beaucoup plus respectueuse de l'activité économique. Et comme nous, industriels, notre métier c'est d'anticiper, on s'est tous projetés dans l'idée que l'activité allait repartir. Les gens ont appris à travailler avec le virus. On le voit dans ce dernier confinement, l'industrie a une baisse d'activité qui est vraiment très très modeste. Les chantiers continuent à tourner, alors avec des contraintes, avec des difficultés, mais au global, je pense que tout le monde a intégré que, comme toujours en sortie de crise sanitaire, on allait avoir une bonne période et que cette bonne période économique, il fallait l'anticiper en investissant, en reconstituant des stocks, en se mettant dans une position d'une économie beaucoup mieux orientée. Et c'est ça qu'on observe finalement depuis le début de l'année. Ça veut dire que les investissements productifs, vous avez également observé une croissance ? On a observé en fait une forte baisse l'année dernière. Il manque une quinzaine de milliards d'investissements sur les 80 milliards que fait l'industrie française chaque année, donc c'est des montants très importants. Mais on voit bien avec ce dynamisme, avec aussi tous les outils du plan de relance, avec les 10-15 000 dossiers qui ont été déposés dans le cadre de ce plan de relance en 2020, cette envie d'investir, cet appétit pour faire, qui devrait permettre d'avoir un vrai rebond dès cette année, et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Vous avez parlé des stocks tout à l'heure, on a l'impression que les stocks sont quand même pas optimum. Est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est pas dangereux ? Alors c'est à la fois dangereux parce qu'avoir des stocks faibles quand l'activité repart, c'est toutes les tensions qu'on observe parce qu'il faut non seulement satisfaire la demande qui remonte, mais en plus il faut reconstituer des stocks qui avaient été positionnés à des niveaux bas. Et en même temps, quand on a vu la violence de la crise au printemps dernier, le fait que dans cet environnement les industriels soient prudents, réduisent leurs stocks en attendant de retrouver de la visibilité, c'est la meilleure façon de préserver sa trésorerie et donc c'est la meilleure façon d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc je ne vois pas dans la réaction des gens sur les stocks des mauvaises nouvelles, mais plutôt des signes de bonne gestion. Et il faut maintenant, tous ensemble, accompagner le rebond de l'activité. Et c'est tous les sujets qu'on a vus sur le redémarrage des hauts fourneaux, les difficultés à avoir de l'acier, du bois de construction, du coton, du plastique. Il faut espérer que toutes ces tensions sur les chaînes logistiques et les approvisionnements de nos industriels
se résorbe dans des délais raisonnables. Quand on parle de composants électroniques, tous les experts nous disent qu'on est parti pour une petite année difficile. Il y a forcément des moments où on va trouver le temps long, mais en même temps, compte tenu de ce qu'on a connu l'an dernier, même si c'est compliqué, gérer le rebond, gérer ce type de tension, c'est quand même pour la bonne cause. Donc il faut être vigilant, il faut travailler en équipe, il faut être solidaire au sein des filières, il faut se battre pour que la France et l'Europe soient bien considérées dans le paysage mondial et que pour un certain nombre de fournitures, j'allais dire complètement internationales, on ne passe pas trop après les Chinois et les Américains, parce que là, en revanche, on pourrait prendre du retard, on pourrait fragiliser le tissu industriel européen. Mais je parle à nom de tous les industriels qui nous écoutent et de tous ceux que je connais très bien. On préfère quand même gérer des difficultés au rebond que des difficultés à la descente, quoi. Il ne faut pas le perdre de vue quand même. Vous gardez l'optimisme, oui, parce que c'est vrai quand même il y a pas mal de tensions sur certaines matières. La période va être compliquée et il faut être à l'écoute, il faut accompagner, il faut comprendre. Mais en même temps, c'est quand même le signe que l'activité repart. Et pour des industriels, quand l'activité repart, c'est quand même dans la durée une bonne nouvelle. Il ne faut pas le perdre de vue. Alors l'activité qui repart, les emplois, pareil, ils suivent la même courbe? Alors les emplois ne vont pas suivre la même courbe instantanément parce que quand on regarde les chiffres de l'an dernier, on a finalement détruit très peu d'emplois par rapport à la violence de la crise. Donc là aussi, une crise sanitaire, les outils mis en place par le gouvernement, l'histoire a amené les gens à essayer de garder un maximum de compétences, à préserver au maximum l'emploi en utilisant le chômage partiel de longue durée. Tout ça nous permettant justement d'être en situation de redémarrer et de redémarrer assez vite quand ça repart. Donc la contrepartie de ça, c'est qu'au moment où ça redémarre, on va réutiliser les gens qu'on a gardés et que les effets sur l'emploi, je pense, se verront un peu plus tard. Alors pour conclure sur la partie chiffres, la dernière fois, trimestre dernier, vous avez parlé d'indicateurs en fait, pour essayer de suivre un peu cette évolution, notamment par rapport au plan de relance. Et vous avez parlé d'un indicateur, celui de la transformation des engagements en dépenses. Est-ce que cette courbe-là, comment elle se présente aujourd'hui? Écoutez, suivant les dispositifs, elle est encore un petit peu variable, mais on a eu une réponse forte des industriels, on a eu une mobilisation de l'appareil d'État pour y répondre, avec des résultats qui ne sont pas encore tous parfaits. Et l'objectif, c'est qu'avec la relance et les rallonges qui ont été décidées dans le cadre du plan de relance à partir de mai, puisque je rappelle que l'État a mobilisé entre le surengagement de l'année dernière et les nouveaux dispositifs plus d'1 milliard d'euros pour continuer à accompagner l'investissement industriel en France. Donc c'est quand même une autre bonne nouvelle. Le bilan et la photo, c'est autour de l'été qu'on pourra vérifier qu'on est dans le bon rythme. Et compte tenu des rallonges, de la mobilisation de l'État d'un côté et des industriels de l'autre, je pense que sur tous ces dispositifs d'urgence, j'espère que ça irriguera suffisamment et efficacement l'économie dès la rentrée de septembre. Ça veut dire que notre prochaine rencontre, on n'aura que des parties positives à annoncer. Bah écoutez, en tout cas, on verra où est-ce que ça coince encore, mais je vous dis, le fait que l'État rajoute de l'argent, le fait que les industriels répondent présents, le fait que les outils et les structures se soient mobilisés pour que les décisions d'investissement et de financement soient effectives, et ça se retrouve finalement dans les prévisions d'investissement. Quand vous regardez les prévisions d'investissement 2021, il y a un rebond qui est dans toutes les têtes et dans toutes les enquêtes. Et donc en tout cas aujourd'hui tout le monde joue gagnant et nous on espère que ça va bien se passer. Alors sur l'actualité, j'ai vu que ce trimestre-ci vous avez signé des accords avec BPI sur les startups de rupture, les fameuses deep tech. En regardant d'ailleurs sur la French Tech, je me suis aperçu que sur l'ensemble des entreprises qui étaient inscrites, il n'y en a que 9% qui sont intéressés par le monde de l'industrie. Donc j'ai un peu une double question, qu'est-ce que vous voulez faire avec BPI au niveau des deep tech? Et puis d'autre part, est-ce que l'idée c'est pour aussi de pousser des entreprises de start-up pour s'intéresser au monde de l'industrie, apporter des solutions à notre tissu industriel, plutôt que peut-être être toujours dans des applications grand public? Déjà, quand on regarde tout ce qui est deep tech, on regarde les entreprises non pas qui offrent des services, mais qui sont au cœur des process industriels. Et donc, c'est sûr qu'il y en a une part aujourd'hui estimée autour de 10%, avec deux spécificités. D'abord, il y a des savoir-faire qui sont très fins, très profonds, et deuxièmement, il y a des besoins d'investissement. Et donc, c'est toute l'idée d'un partenariat avec la BPI et de tout le travail que fait France Industrie pour accompagner ces entreprises. C'est pas tant le nombre que le fait que toutes celles qui ont été identifiées comme ayant du potentiel trouvent les solutions pour se développer, et notamment en matière de financement. Donc, c'est l'idée du partenariat avec la BPI, mais c'est aussi l'idée du mémorandum avec les grands groupes, de la bonne intégration de tous ces savoir-faire
dans notre écosystème industriel pour qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit respectée, qu'elle puisse travailler en confiance. Encore une fois, le monde de l'industrie a cette caractéristique forte, c'est le besoin de capitaux. Quand vous développez une appli, pour rendre des services, il vous faut quelques personnes de qualité, il faut une bonne idée, il faut ensuite avoir des contacts avec tous les utilisateurs finaux. Mais le besoin en capital est en général assez limité. Quand vous commencez à faire de la fabrication additive, pour prendre cet exemple, imaginez les poudres de métal de demain ou des choses comme ça. Hein, quand vous imaginez tout ce qui va être, je pense à Insect par exemple, qui travaille autour de la nourriture à partir d'insectes, vous avez des besoins en capitaux, des usines de grande taille à bâtir. Et donc il y a une vraie spécificité. Donc un des enjeux qu'on a, c'est pas tant d'en avoir plus que d'être sûr que toutes celles qui ont des bonnes idées aient les moyens de se transformer en réussite industrielle et de se transformer en réussite industrielle en France. Et c'est vraiment toute l'idée autour de ce partenariat. S'il y en a que 10, 20, 30, 40, 50, on aurait tous aimé que ce soit plus. Mais il faut surtout que toutes ces bonnes idées réussissent et c'est ça notre combat à France Industrie. Et c'est l'idée de ce partenariat, de notre club avec les entreprises. Oui, parce que vous avez parlé de confiance, ça veut dire qu'il y aura un climat de confiance à créer entre des startups fragiles quelque part et puis des grands groupes. C'est un peu du David contre Goliath des fois, non ? En tout cas, ça peut être une inquiétude, mais quand on regarde de près, quand on regarde ce qui s'est passé avec les vaccins dans la pharmacie, on s'aperçoit que ces petites structures innovantes, hyper réactives, prêtes à prendre des risques, capables de lever de l'argent dans des environnements différents, c'est aussi une capacité à faire des choses que nos grands groupes, non pas n'arrivent plus à faire, mais ne sont plus organisés pour faire. Donc cette complémentarité, elle a une énorme valeur. Elle a une énorme valeur en particulier dans l'industrie. Et toute cette idée de ce partenariat, de ce mémorandum, de ces engagements, c'est que chacun travaille en pleine confiance. Et c'est quand même là qu'on va réaliser le maximum de résultats. C'est là qu'on va trouver les solutions. C'est là qu'on va faire réussir nos startups parce que c'est bien d'avoir une idée, mais c'est tellement mieux de la transformer et de la transformer en France avec des belles réalisations industrielles. Écoutez, je vous remercie pour cet entretien. On va maintenant suivre un débat sur la 5G. Je pense que vous serez d'accord avec moi, la 5G en 2021, ça va être vraiment la technologie qui va prendre de l'ampleur dans les entreprises. Pour vous, c'est une technologie décisive ? Incontestablement. Enfin, j'avoue que l'industriel que je suis, qui est au cœur de tout ça, ne comprend pas comment on parle de la 5G comme un caprice technologique. Quand on voit tout ce que ça va permettre de faire sur les sujets de sécurité, de télémédecine, de domotique, dans le déploiement de nos industries 4.0, etc. Et je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce que la 5G va nous offrir. Comme toujours, ces révolutions en termes de capacité, il y a ce à quoi on pense avant, quand on connaît l'ancien système et qu'on imagine tout ce qu'on peut faire de plus. Et il y a aussi tout ce qu'on va découvrir en travaillant avec ces nouveaux outils, avec ces nouvelles capacités. Donc il faut y aller, il n'y a pas de danger pour qui que ce soit. Il y a comme d'habitude en France quelques débats qui surprennent l'industriel optimiste et qui regarde vers l'avenir que je suis. Et de toute façon, on va le déployer, on va en faire bon usage. Et dans quelques années, on regardera avec un petit sourire le débat qu'on a pu avoir ces derniers mois. Écoutez, merci. Place au débat. Donc on va égrener 7 promesses avec les avantages, les inconvénients, des retours d'expérience. Place au débat. Merci. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce débat, nous allons parler 5G. Alors, la 5G fait peur. Souvent par méconnaissance, c'est pourquoi nous avons tenté de rassurer les industriels au cours de cet échange. C'est vrai qu'il faut se souvenir que ces derniers, les industriels, ont connu pas mal de désillusions en introduisant de temps en temps des technologies issues du grand public dans les ateliers de production informatique de bureau, informatique de terrain. Ils n'ont pas toujours fait bon ménage, d'où des réticences bien compréhensibles. Alors, comme les fournisseurs de 5G nous promettent tellement que des fois ça ressemble un petit peu à un gros cadeau de Noël, je vous propose une démarche promesse par promesse pour séparer le rêve du possible et du réel. Pour en parler, je reçois 2 invités, Nicolas Sironneau, qui est expert en numérique et co-auteur d'un excellent rapport sur la 5G pour la Fondation Concorde, et puis Stéphane Classiengier, directeur général exécutif de Lacroix Electronics, qui est l'un des premiers industriels français à avoir misé sur la 5G. Stéphane, d'ailleurs, je démarre par vous. Chez Lacroix Electronics, vous êtes l'un des premiers industriels français à vous lancer dans la 5G. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'origine de votre projet, pourquoi ? Tout d'abord, il est vrai qu'on a été choisi par Orange pour faire partie des 4 industriels qui allaient tester en fait la 5G dans sa forme initiale. Il y avait, pour rappel, Schneider Electric, Renault, la
SNCF et puis Lacroix Electronics. Voilà, trois grands groupes et une ETI. Je pense que c'était important aussi pour Orange de montrer que la 5G n'était pas que pour les très grands groupes. En fait, ça remonte à un moment où il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on a imaginé ce qu'on voulait faire en termes d'industrie 4.0. On a d'ailleurs, c'est disponible sur YouTube, un petit film qui explique notre vision, l'industrie électronique du futur par Lacroix Electronics, vous pouvez le voir dans plusieurs langues. Et en fait, on est assez rapidement arrivé à la conclusion que là où on était, dans un bâtiment qui avait plus de 110 ans, c'était compliqué de faire l'industrie du futur. D'où est né un projet qui s'appelle Symbiose, où on a voulu déployer toutes les techniques de l'industrie du futur, dont la 5G. C'est un peu cet enchaînement qu'il y a eu dans la genèse du projet. Et si on veut être concret, en fait, vous êtes lancé dans ce qu'on appelle l'époque, des proof of concept. Si j'ai bien noté, vous en avez fait deux, plutôt sur une partie vision sur certaines machines, et puis l'autre sur un réseau GTB, c'est ça, pour des indicateurs cruciaux. Vous avez fait des exemples, vous êtes rentré dans le dur. En fait, il y en avait 3, dont un qui n'a pas abouti. Et c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi. Le premier, effectivement, c'est celui qui n'a pas abouti. Sur les AGV, les Automated Guided Vehicles, les petits robots là, qui déplacent les objets, c'est celui-là qui n'a pas abouti. On pourra revenir dessus pourquoi. On a effectivement, on est dans une logique, c'est très lié à l'industrie 4.0 de temps réel. Donc il y a une explosion des données par rapport à la manière dont on produisait il y a encore quelques années. Donc, on a fait un POC, effectivement, par rapport à la remontée de données massive. Et puis, un troisième avec notre société sœur, qui est Lacroix Sofrel, qui a effectivement des produits pour la gestion technique des bâtiments, la GTB, comme vous le dites, qui est en fait une variante de leurs produits avec un protocole de communication autour de la 5G. Effectivement, ce sont les trois use cases sur lesquels on a travaillé. Ok, alors on va profiter par la suite, justement, en rentrant dans les promesses pour faire un peu le retour d'expérience que vous avez eu sur ces différents tests. Nicolas, je me tourne vers vous pour poser avec vous, vous êtes plutôt le technicien, j'allais dire, de ce débat, pour poser la problématique. Et avant de rentrer justement dans les promesses, j'aimerais qu'on explique qu'un réseau 5G, en fait, peut être déployé en interne. C'est une sorte de réseau propriétaire indépendant de la 5G grand public, c'est bien ça? On peut vraiment l'utiliser de façon autonome, j'allais dire. Donc, c'est un peu la question des réseaux privés. Un réseau peut tout à fait être, si vous voulez, il n'est pas nécessaire, il est possible pour un groupe d'avoir sa licence de fréquence 5G pour pouvoir l'adapter à ses besoins. Ça a un double intérêt. Le fait d'avoir un réseau qui est donc séparé du réseau grand public, le premier, c'est celui de la sécurité, puisque par définition, si on est séparé du grand public, on limite les interactions et on garde le contrôle sur sa connectivité et ses données. Et l'autre intérêt, à nouveau, je pense qu'on en parlera plus tard, mais une des grosses forces de la 5G, c'est son aspect modulable. Tous les réseaux ne se valent pas. Il y a des réseaux qui sont plus sur le temps de latence, d'autres plus sur le haut débit. Et le fait d'avoir ce réseau qui est en fait sur mesure, privatisé, ça permet aux industriels d'avoir, en théorie, quelque chose qui est exactement ce qui leur convient et qui est adapté à leurs besoins. D'accord. Alors, avant justement qu'on rentre dans les choses plus concrètes, déjà une question, on ne va pas faire le débat là-dessus, mais sur les attributions de fréquences. Est-ce que le cadre, il est clair aujourd'hui? J'avoue, j'ai un peu de mal à m'y retrouver entre les 3,4, les 3,8, les 26. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clair pour les industriels au niveau des fréquences? Alors, pour les industriels, en fait, il y a deux grandes périodes d'attribution globale dont on a beaucoup entendu parler. La première, la 3.5, c'est celle qui s'est terminée donc en septembre, octobre dernier. Donc ça, c'est réglé, c'est acté, et c'est ce qui était donné aux opérateurs. Et ces opérateurs pourront également refournir une partie de ces fréquences. Mais à côté de ça, et donc pour la 26 GHz, ce sera courant 2023. Ensuite, pour ce qui est des licences au cas par cas, c'est moins clair en France que dans d'autres pays. Par exemple, si on compare à l'Allemagne, où des industriels comme Daimler, comme Volkswagen ont directement participé aux enchères. Donc, ça se clarifie. Il y a quand même des patterns, des structures, mais c'est encore un petit peu flou. Ça veut dire que c'est bloquant quand vous dites que c'est flou? C'est-à-dire qu'un industriel qui voudrait
aujourd'hui se lancer sur la 5G, il faut lui dire. Ah non, absolument pas. C'est absolument pas ce que je dis. C'est plus que il faut si un industriel veut se lancer sur la 5G, il faut qu'il se renseigne. Et il n'y a pas, contrairement à une grande enchère qui serait claire, définie, terminée, il faudra juste qu'il fasse la démarche. Mais c'est tout à fait possible et il y a plein d'entreprises qui aident justement les entreprises à développer ce type de réseau privé. D'accord. Juste Stéphane, là-dessus, c'est un réseau privé que vous avez installé au niveau de la Croix? Oui, c'est un réseau privé qui a été installé. D'accord. Alors, on va attaquer promesse par promesse. Moi, j'en ai retenu 7. Rapidité, latence, robustesse, sécurité, universalité, pérennité et économie. La première, c'est la rapidité. Alors, Nicolas, dans votre rapport, vous nous expliquez la problématique des débits qui sont sans commune mesure. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Bien sûr. Alors, pour vous donner des chiffres, on parle de 20 gigabits seconde contre 1 gigabit seconde pour la 4G, ce qui est en général, on parle de entre 10 et 100 fois un réseau avec 10 à 100 fois plus de débit. Alors, pourquoi c'est utile? Alors, je suis sûr qu'on en parlera avec les applications de la Croix, mais ça permet notamment avec les données qui sont de plus en plus volumiques, avec les applications qui nécessitent de capter et de traiter plus de données, ce débit permet cela. Notamment pour toutes les applications de réalité augmentée, de réalité virtuelle, il y a besoin d'un tel débit. Alors peut-être que la question est également, alors comment on y arrive? Ça, c'est à travers les différentes avancées technologiques. Je ne sais pas à quel point vous voulez qu'on rentre dans le détail, mais pour l'instant, je le survole et on verra ensuite. Et le dernier point que j'aimerais vous donner pour répondre à cette question-là, c'est que oui, il y aura des débits sans commune mesure avec ce qu'on a connu avant, mais ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ça sera progressif, puisque de la même manière que la 4G aujourd'hui n'est clairement pas aussi performante qu'hier, la 5G va être progressivement updatée à travers les nouveaux standards, à travers les nouvelles formes d'infrastructures, à travers les nouvelles normes, les nouveaux softwares qui accompagnent la 5G. Donc oui, on va y arriver, mais ça sera progressif. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le potentiel total disponible. Non. Et Stéphane, de votre côté, en termes de rapidité, vos tests, qu'est-ce que ça donne? La promesse, elle est tenue, cette première promesse? Partiellement. Partiellement pour beaucoup de raisons. Ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. La 5G est beaucoup plus rapide que la 4G. Cela dit, quelque chose qu'il faut avoir en tête, puisqu'ici on parle d'industrie, la 3G, la 4G n'a pas réussi à pénétrer le domaine industriel. Ça a été un échec. Je pense que ce n'est pas l'endroit pour revenir sur les raisons, mais la 4G n'a pas été adoptée. Donc en fait, comparer la 5G à la 4G pour l'industrie, ce n'est pas tout à fait sur ce plan-là que nous, on s'est placé. On a fait des tests où on a comparé au LAN, on a comparé à la fibre, on a comparé au Wi-Fi. Et c'est là où on a fait les tests, en fait, puisque dans notre raisonnement, si on utilise la 5G, c'est par rapport à des technologies qui sont actuellement utilisées dans l'industrie. On est plutôt satisfait sur tout ce qui est flux descendant, ce que dans le jargon on appelle le downlink. On atteint on va dire, des débits qui sont assez similaires avec le Wi-Fi 5, qui sont probablement, ce sera à revoir quand il y aura le Wi-Fi 6. On ne l'a pas testé contre le Wi-Fi 6. On a été en revanche très déçus par les flux montants, l'uplink. Et en fait là, c'est pas lié à la technologie, c'est lié au nombre de canaux qui vont être attribués entre le downlink et l'uplink. Et on va se retrouver devant un problème réglementaire qui est assez intéressant et qui va être entre les mains du régulateur, parce que une industrie, une usine va être dans un environnement. Et s'il y a beaucoup plus de canaux montants dans une usine qui se retrouve dans un environnement auprès d'une ville qui, elle, inversement, n'a pas la même configuration, ça peut poser problème. Or, l'industrie, contrairement au grand public, a besoin d'uplink. Nous, on remonte des données. Alors, le grand public le fait un petit peu quand on y met des vidéos sur TikTok, mais ça reste limité. Ça reste encore du 70% probablement de downlink. Alors que nous, on est plutôt à l'inverse. Et là, évidemment, on a fait 2 campagnes de test, que la première a été décevante, et la deuxième campagne de test, où il y a eu plus de canaux alloués à l'uplink, ça reste quand même moins bon que ce qu'on peut avoir avec d'autres technologies.
Mais on reviendra sur l'évolution de la 5G, parce que là, on teste en version standalone, non standalone, pardon, NSA. Donc, on n'est pas en ondes millimétriques, on est encore sur une 5G dans son enfance. Oui, c'est ça. Mais justement, quand vous avez un réseau privé, vous avez quand même cette problématique. La problématique qui se pose pour nous, c'est est-ce qu'il est plus intéressant pour nous d'installer de la 5G à la place de solutions fibre plus Wi-Fi. C'est cette problématique que l'on a. Ce n'est pas la 5G par rapport à la 4G. Donc, la question, parce que je lisais quelques articles en disant que la 5G pouvait être surdimensionnée, parce qu'en fait, on n'a pas assez d'infos à envoyer et que le tuyau, il est quand même un peu gros. Ah non. C'est quelque part une fausse question. Non, ça, c'est une fausse question. On a des terabits de données à remonter. Non, ça, la quantité de données à remonter est très importante. D'accord. Et à remonter, pas à descendre, à remonter. Nicolas, là-dessus, pour finir le débat sur le débit. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les tuyaux ne sont pas trop gros. Et si on met en comparaison, parce que notre étude était sur l'aspect industriel, mais également grand public, un des intérêts de la 5G, c'est quand même de répondre aussi à la saturation de la 4G, donc, ce qui est une autre problématique de l'industrie. Mais c'est compliqué. Heureusement que la 5G a des capacités qui ne sont pas uniquement pour l'année qui vient ou les 2 années qui viennent, mais des capacités importantes qui vont permettre d'accueillir au fur et à mesure la donnée. Et déjà aujourd'hui, comme ça vient d'être dit, on peut même des fois regretter qu'il n'y ait pas plus de capacité. Alors, passons à la deuxième promesse, la latence. On parle de diminution de la latence avec la 5G, de l'ordre de la milliseconde. Moi, il y a un terme que je préfère quand même, c'est celui de déterminisme. Pour un automaticien, c'est en fait de garantir que dans un temps donné, on a 100% de l'information qui passe. On va pas faire la guerre entre ces termes-là, mais enfin, c'est quand même important. Est-ce que cette latence, ce déterminisme, on peut parler de déterminisme, Nicolas, là-dessus? Et quels sont les chiffres qu'on peut annoncer? Alors, déjà, donnons les chiffres. Pour donner un ordre de grandeur, avec la 5G, on peut espérer aux alentours de 15 millisecondes de latence et jusqu'à 4 millisecondes de latence, voire 1 milliseconde de latence pour les cas d'usage les plus critiques. Pour donner un ordre d'idée, alors la 4G, puisque c'est notre point de comparaison dans le rapport, c'est plutôt aux alentours de 50-70 millisecondes. Donc, c'est très important et ça rend possible des opérations qui n'étaient pas avant. Si on sort un peu de l'industrie, et après j'aurai un autre exemple industriel, mais si on prend l'exemple qui est très médiatisé, très utilisé de la chirurgie à distance, on comprend bien en quoi c'est indispensable et que ce n'est possible qu'avec une faible latence, car si un chirurgien essaye de faire une opération à cœur ouvert, c'est quand même problématique si ce dernier pense faire une incision dans le cœur, alors que le scalpel de l'autre côté est encore au niveau du thorax. C'est un peu la même chose pour les opérations critiques. Dans notre rapport, on a pu regarder notamment des automatisations dans des usines en Chine, dans des espaces extrêmement où il y avait des substances extrêmement dangereuses ou des températures extrêmement élevées où en fait on ne pouvait pas laisser la place au hasard, pour reprendre des concepts liés au déterminisme, et où le temps de latence était obligatoire. Donc on s'en rapproche. Mais j'aimerais quand même mettre une petite limite, c'est que de la même manière que pour le débit, cette latence aussi faible ne pourra, ces chiffres merveilleux que j'ai pu vous donner en introduction, ne seront possibles qu'à travers les différentes évolutions et l'utilisation des ondes millimétriques. Et même au-delà de ça, pour donner encore une autre réponse sur le déterminisme, aussi efficace que soit la technologie, elle ne pourra jamais dépasser les lois de la physique. Si on pourrait prendre l'exemple de la chirurgie à distance, si vous voulez, la vitesse de la lumière, c'est à 300 km par seconde, ce qui veut dire qu'en 1 milliseconde, la lumière ne fait que 300 km. Ce qui montre qu'il y a un potentiel, mais par exemple, une opération à plus de 3000 km de Paris-Moscou ne sera pas possible. Et de la même manière, je vous dirais que pour les opérations industrielles, on va se rapprocher d'un déterminisme absolu, mais le hasard aura toujours un peu sa place. Stéphane, de votre côté, ce déterminisme, vous l'avez, le déterminisme et puis la latence, le résultat? Je dirais un petit peu joker sur le sujet parce que dans les usages que l'on a testés, la latence n'était pas un sujet. En revanche, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. On parle de chirurgie, ça peut être aussi le pilotage d'un engin de chantier à distance. Ça peut être évidemment le véhicule autonome avec son dialogue entre voitures, entre véhicules, le V2V, ou dialogue avec les unités de bord de route, le V2I,
véhicules à infrastructure, où là, évidemment, les temps de latence, notamment pour le freinage, hein, c'est surtout ça qui va compter, sont fondamentales. Je n'ai pas en tête ce qu'est 1 milliseconde quand on roule à 130 km/h, mais c'est beaucoup. Donc là, il y a des applications, effectivement, qui peuvent être extrêmement intéressantes dès qu'on est à distance. Qui d'ailleurs, c'est pas le sujet du jour, mais personnellement, je suis très convaincu des technologies haptiques et le retour haptique avec le contrôle à distance me paraît absolument essentiel. C'est-à-dire si on veut conduire, prenons cet exemple que j'ai vu par Ericsson de conduite d'un engin de chantier en Suède à partir de Paris, le retour haptique était important parce qu'on sent effectivement le véhicule s'il est sur du gravier, s'il rencontre un obstacle ou autre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. On travaille d'ailleurs, nous, sur l'usage de la réalité virtuelle pour la formation des gens. Et là aussi, on va retrouver des technologies haptiques qui sont très importantes. Mais dans les cas d'usage qu'on a utilisés, on n'a pas pu aller au bout. Je regrette un petit peu le cas d'usage qu'on a dû arrêter sur les AGV, parce qu'effectivement, là, ils fonctionnent en Wi-Fi. Et le temps de latence permettrait à l'AGV d'aller plus vite, en fait. C'est un petit peu là l'intérêt, c'est que s'il freine plus vite, grâce au temps de latence, alors on peut le faire aller un peu plus vite. Donc c'était quelque chose qu'on avait en tête, mais on n'a pas pu aller au bout parce que l'industriel n'a pas suivi et n'a pas accepté de transformer son produit pour qu'il fonctionne en 5G. Donc c'est ce qui a bloqué en fait le cas d'usage. D'accord, c'est justement la question que j'allais vous poser, parce que je me dis, on est typiquement dans le cas concret. Sur la machine, sur les machines d'insertion de composants, je crois que vous avez fait un essai aussi en remontant des informations de la vision, c'est ça? Oui, mais là, la latence est peu importante, parce qu'effectivement, on est sur du contrôle qualité, inspection optique. Oui, donc ça n'a pas d'impact immédiat. Non, là, on est plus, effectivement, comment on gère avec un grand niveau on va dire, de fiabilité, la remontée des données. Voilà, c'est vraiment ça qu'on a testé. D'accord. Écoutez, alors on va passer sur la troisième promesse. Nicolas, je me retourne vers vous pour parler technique. La troisième, c'est la robustesse. En fait, que ça ne s'écroule pas. Alors, dans la techno, on parle de massive multiple input, multiple output. Pour éviter un écroulement, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe? Alors, c'est une des technologies qui a été associée à la 5G pour obtenir les performances qu'on a pu évoquer avant. Donc, pour essayer d'être un peu schématique, donc c'est en gros, le MIMO existait déjà avant, et le Massive MIMO est une forme amplifiée de cette technique. En gros, imaginez que sur une portion d'autoroute, il y a une voie aller et une voie retour, ce qui fait qu'il y a une quantité donnée de voitures qui peuvent passer. Imaginez qu'on arrive, grâce à notamment un multiplexage, puisque c'est le terme, de faire passer, non pas 2 voies, mais une vingtaine, trentaine de voies. C'est le même principe, ce qui fait que c'est un des enablers de la technologie. Si on pousse le curseur là-dessus, admettons demain que les IoT industriels, il y a un engouement total, dans 5-10 ans, on peut arriver à une saturation? Alors, la réponse, je vais vous donner 2 réponses. A priori, non, mais je vais jouer l'humilité là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur ce sujet. Ça va dépendre de notre consommation de données. Est-ce qu'elle va augmenter? Est-ce qu'on va rentrer dans une période, au contraire, de décroissance numérique? Est-ce que les autres réseaux qui aujourd'hui supportent aussi le réseau 5G vont être décommissionnés? À quelle vitesse? Donc, a priori, non, et ce n'est pas fait pour. Mais aujourd'hui, on est à plus 30%, plus 50% l'année dernière de consommation de données mobiles par an. Donc, a priori, non, mais je ne peux pas être affirmatif. Stéphane, de votre côté, la robustesse, vous l'avez retrouvée? La manière dont on a testé le produit, c'est en utilisant les Ericsson DOT, les petites antennes DOT, et on avait une antenne 4G, une antenne 5G. En fait, on faisait la 5G sur du réseau 4G. Donc, c'est pas tout à fait le MIMO ou le MIMO. Effectivement, c'est une technologie assez ancienne. Dans le passé, j'étais Alcatel-Lucent. C'est un brevet Lucent qui remonte il y a longtemps maintenant, et qui est une technologie intéressante. Le Massive MIMO, personnellement, j'ai toujours pensé que c'était très américain comme approche, avec cette volonté, notamment aux États-Unis, vu la taille du pays, d'avoir un blast très, très important. S'ils pouvaient mettre sur la Statue de la Liberté plein d'antennes, je pense qu'ils seraient très heureux.
Je pense qu'avec les raisonnements beaucoup plus soucieux de l'environnement en Europe, je suis moins convaincu que l'Europe aille vers le Massive MIMO, beaucoup plus, probablement une attitude beaucoup plus raisonnable en millivolts par mètre, en volts par mètre, qui sera exigée sur tout ce qui est station de base. Ceci étant dit, dans l'usine, donc nous on a installé des petites antennes, hein, c'est de la couverture indoor, donc on n'était pas sur ces technologies. Et la robustesse, on n'a pas vu de problème, mais en tant qu'industriel, tant qu'on l'a pas mis en exploitation sur l'ensemble de l'usine, on peut pas tirer une conclusion. Pour juger de la robustesse, il faut l'avoir déployée dans toute l'usine, le faire fonctionner en mode industriel, pas en mode POC. Oui, justement, parce que je pensais notamment chez vous tous les problèmes d'électromagnétisme qu'il peut y avoir, de soudage. Si à un moment les industriels mettaient des réseaux blindés, la fibre redondée, c'était pas pour faire joli, mais peut-être ça a un intérêt. Donc ces conditions extrêmes, en fait, vous les avez pas encore testées. Alors, ça c'est autre chose, c'est-à-dire que avec Orange, il y a toute une phase de radio planning avant l'installation pour savoir où installer les différents points pour éviter les interférences. Donc il y a cette phase-là au moment de l'installation du réseau. Ensuite, une fois qu'il est installé, non, on va pas rencontrer ce type de souci. Le souci, il apparaîtrait si on essayait d'utiliser la 5G en indoor ou en deep indoor à partir d'une station de base qui, elle, est à l'extérieur. Sur tout ce qui est nouveau bâtiment, aux normes HQE, haute qualité environnementale, le signal ne pénètre, je ne vais pas dire qu'il pénètre plus, mais il pénètre très mal. Donc la technologie, vu qu'elle est à relativement haute fréquence, on parle de 3,5 GHz par exemple, ça va très mal pénétrer des bâtiments en mode HQE. Donc on est obligé de mettre un réseau indoor et donc il faut faire du radio planning. Voilà, mais sinon le reste après n'est pas problématique. Le lien avec la soudure, je la vois pas trop parce que non, ça perturbe pas ça va pas perturber les ondes. Il n'y a pas eu de problème. Non, mais non. L'idée, c'est de voir un peu toutes ces promesses, s'il y a des inconvénients que vous avez pu tester dans les retours d'expérience. Non, des problématiques d'électromagnétisme, on va les avoir pour tout ce qui va émettre. Si on faisait des gros amplis de puissance, ce genre de choses, oui, là on aurait des soucis, mais on fait de l'électronique. Les composants actifs, c'est des tout petits composants, des petites puces. Hein, donc non, on n'a pas ce type de soucis. Alors, quatrième promesse que j'ai notée, moi, c'est l'universalité. Où commence, où s'arrête la 5G? Est-ce que c'est la fin des autres réseaux? Vous avez beaucoup parlé depuis le début que la 5G, en fait, vous l'utilisez en réseau non standalone, c'est-à-dire que la 5G utilise une infrastructure 4G. Est-ce que demain, on n'aura que de la 5G partout? Nicolas? Alors, non. Ça, c'est la réponse rapide. Maintenant, je vais essayer de développer un petit peu. La 5G apporte de nouvelles solutions à l'écosystème de connectivité. Ça va dépendre. Alors, si on compare à la 3G, 2G, 4G, par exemple pour le grand public, on voit bien qu'aujourd'hui, la 4G n'a pas fait disparaître totalement ses anciens réseaux et ce sera la même chose pour la 5G. Si on maintenant compare avec d'autres formes de connectivité au-delà de la connectivité mobile, on voit également qu'il y a des complémentarités qui peuvent exister. La réalité, c'est que, ils ont des avantages et des inconvénients chacun de leur côté et ils répondent pas au même type de problématiques. Typiquement, pour des opérations non critiques, quelque chose comme le Wi-Fi 6 peut être pertinent si vous n'avez pas besoin particulièrement de faible latence. C'est pas forcément si vous n'avez pas d'outdoor et si vos opérations c'est que des opérations non critiques en haute densité en intérieur, d'autres solutions peuvent être pertinentes. Mais ce que peut permettre la 5G, ce sont de nouvelles choses. Et l'autre élément qui fait que les autres réseaux vont continuer à exister, c'est également parce que tous les terminaux ne sont pas aujourd'hui compatibles avec la 5G. Donc, à la fois, les autres réseaux répondent à des besoins différents. À la fois, on voit bien qu'il y a un temps de décommissionnement de chaque réseau. Et enfin, il y a une question de compatibilité des réseaux qui fait que d'un constructeur à l'autre, un autre réseau pourrait être plus pertinent. On a parlé des AGV un peu plus tôt, qui des fois n'étaient pas compatibles avec la 5G. C'est le même principe. Stéphane, là-dessus, vous, la 5G, vous avez mixé et puis quelque part, comme vous avez des centaines de machines, on imagine bien ce que représente votre entreprise.
Je crois que l'usine, c'est 500 ou 400 ou 500 salariés, c'est ça, pour voir quand même la dimension. Cette usine-là, oui. On a d'autres usines beaucoup plus grandes, mais celle-là fait à peu près 500 salariés. Voilà, donc c'est quand même quelques centaines de machines. J'imagine qu'il y a des protocoles de communication différents qui existent déjà. Comment vous avez géré tout ça? D'abord, je souscris à tout ce qu'a dit Nicolas. C'est tout à fait en accord. L'histoire des protocoles de communication machine to machine, c'est vraiment un des grands enjeux des années qui viennent. On avait plutôt une approche de sélection des machines dans le passé par rapport à sa performance et son prix, on va dire, de manière un peu générale. De plus en plus, le critère informatique industriel doit être pris en compte, parce que si vous avez 4 machines super performantes mais qui ne communiquent pas entre elles, alors qu'elles sont en ligne, ça ne marche pas. Donc, on a aujourd'hui une focalisation forte sur cet aspect informatique industriel. Il existe des grands langages. Ça existe, on va dire, dans l'écosystème japonais ou l'écosystème allemand avec Hermès. Il est en train de naître, et nous, on est extrêmement favorable à ça, l'IPC-CFX, qui est un standard international de communication entre les machines. Et ça, pour nous, c'est vraiment idéal, à partir du moment où ça pourrait s'imposer. Sur la communication entre machines qui sont fixes ou semi-fixes au sol, parce que on aime bien qu'elles soient quand même, on va réorganiser en permanence un peu nos usines. Donc, les machines, elles sont pas vissées au sol, elles peuvent bouger. Mais néanmoins, on a quand même, la plupart de nos machines, elles ne bougent pas. Celles qui bougent, comme les AGV ou quelques robots, c'est plutôt l'exception que la règle. Donc, l'approche câblage, fibre et Wi-Fi, qui est une forme de fixe mobile, reste quand même la base de quasiment l'ensemble des usines dans le monde. Donc là-dessus arrive la 5G avec ses nouvelles promesses, et c'est intéressant. Nous, notre approche, c'est que la 5G vient en overlay, c'est en plus, c'est pas à la place. Est-ce qu'un jour, la 5G ou la 6G peut-être, parce que ça va prendre du temps, remplacera tout ça et dira maintenant on est tout wireless, tout en cellulaire? Peut-être. On parlait des lois de la physique, l'évolution des performances du fixe et du mobile, et je suis un homme du mobile, hein, mais j'admets que les performances du fixe et du mobile, il y aura toujours un écart. C'est-à-dire que même si on se projette dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, la fibre, elle ira toujours plus vite que le cellulaire. Donc, il y aura toujours cette interrogation, quel est le plus pertinent par rapport à mon utilisation. Évidemment, si on prend une voiture, on ne va pas lui mettre une fibre optique qui va la relier à la Terre. Donc là, on est vraiment sur un objet qui est en mouvement, qui est mobile. Un AGV, il est en mouvement, il est mobile. Donc, effectivement, pour ces applications-là qui sont autonomes, le cellulaire est effectivement beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'on va y venir. Pour l'instant aussi, on attend une logique de cybersécurisation qui est plus forte aussi que sur du Wi-Fi, qui est moins cybersécurisé. Alors justement, vous me tendez la perche pour continuer avec vous, Stéphane, sur la 5e promesse, qui est justement la sécurité. Parce qu'en fait, on nous parle de clés à 256 bits, mais bon, c'est une donnée, ça, pour la cybersécurité. Le problème, c'est qu'on ouvre de plus en plus. Est-ce qu'il y a plus de risques? Comment vous avez pris en compte un petit peu cette approche-là? D'abord, elle est prise en compte par les fabricants, les Nokia, les Ericsson. J'hésite à dire Huawei parce qu'on ne sait pas si on se sécurise ou si on s'expose. Donc, il y a les fabricants qui eux, ont vraiment cette charge-là d'avoir des produits qui ne puissent pas être attaqués. Il y a la deuxième couche qui est l'opérateur, qui lui doit s'assurer aussi que le réseau est bien sécurisé. Quand on regarde le nombre de cyberattaques aujourd'hui, c'est quand même extrêmement rare. Je n'ai même pas beaucoup d'exemples à donner où un réseau mobile a été attaqué avec succès. Alors que des réseaux d'entreprises filaires, on rentre par une imprimante, on rentre par un moyen de test, on rentre par quelqu'un malveillant qui met une clé USB quelque part, c'est beaucoup plus difficile à cybersécuriser. La 5G apporte en plus de la 3 ou de la 4G le slicing. Alors,
pas encore, justement, ça c'est la promesse demain. Elle est importante parce que le slicing non seulement permet de cantonner, on va dire, mais en cas d'attaque, permet de limiter l'attaque et de quelque part de fermer, de mettre les pare-feux. En tout cas, juste pour expliquer le slicing, en fait, c'est des tranches de réseau indépendantes, c'est ça, c'est un petit peu ça. Oui, c'est-à-dire qu'un utilisateur comme nous pourrait avoir un slice, 2 slices, 3 slices et dédié en fait. Par exemple, l'exemple que Nicolas donnait d'une intervention chirurgicale, il ne faut pas que quelqu'un vienne piquer cette fréquence-là. Celle-là, on va la réserver pour les opérations chirurgicales et personne ne pourra y toucher. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une logique de best effort. Hein, et s'il y a un peu de dispo, on peut aller prendre la dispo sur le réseau. N'importe qui peut aller la prendre. Donc, il n'y a pas de cette protection d'une tranche pour une industrie donnée. Et pour un industriel, même à l'intérieur, encore de slicer, c'est possible. Autre question sur la sécurité, Nicolas, je me tourne vers vous, vous êtes peut-être plus spécialisé là-dessus. Toutes ces infos, il y en a qui vont transiter vers l'extérieur, donc vers d'autres pays. Deux questions. D'une part, le cloud-out américain, est-ce que ça pose un problème? Et puis, on a parlé de portes dérobées, de récupération des données par les opérateurs. Deuxième problème, comment on règle ça? Alors, c'est deux problèmes très différents. Alors, pour ce qui est d'abord le Cloud Act, réponse rapide, ce n'est pas un problème particulièrement lié à la 5G. Pour rappeler ce que c'est, le Cloud Act, c'est une loi qui permet au gouvernement américain, en cas de soupçon d'activité terroriste, d'exiger sous contrôle d'un juge indépendant que quelqu'un qui exerce sur le sol américain, donc américain ou étranger, révèle ces données-là. Ce qui fait que, vu qu'on parle de réseaux dont la plupart des données seront quand même en France, avec des opérateurs, des constructeurs qui sont pour la grande majorité non américains, pour moi, c'est un sujet, mais parce que c'est un sujet dans le temps. Donc, ce n'est pas particulièrement lié à la 5G. Ensuite, pour ce qui est de la question des portes dérobées, donc c'est un vrai risque, mais c'est un vrai risque comme un peu tous les réseaux. Concrètement, les portes dérobées, c'est un constructeur qui aurait volontairement laissé une brèche ouverte pour effectuer de l'espionnage industriel. Aujourd'hui, en France, alors comme vous le savez tous, il y a eu des accusations pour certains constructeurs dans d'autres pays. En France, a priori, pour l'instant, il n'y a pas eu de preuve avérée de backdoor, mais cela reste un risque. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la Fondation Concorde, une des choses pour laquelle on pousse beaucoup, c'est de donner les moyens à l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des services de l'information et son équivalent européen, l'ENISA, d'avoir les moyens de contrôler cela et de pouvoir sanctionner si on dévoile ce type de choses. Après, pour la sécurité, j'aimerais quand même appuyer sur une ambivalence de la 5G. C'est que la 5G est, by design, plus sécurisée que les précédentes générations, parce que dans les normes, les normes 3GPP, donc les différents releases, par définition, il y a des contraintes plus importantes, notamment le end-to-end encryption, le chiffrement de bout en bout, ce type de choses. Mais à côté de ça, il y aura une augmentation des applications permises par la 5G, et donc à l'image du mobile edge computing, où certains calculs qui ont lieu en réseau auront lieu en périphérie. Et donc, on va augmenter le terrain de jeu pour de potentielles attaques. Ce qui veut dire qu'en définitive, si une entreprise a pris conscience du changement de paradigme, ça sera plus facile à sécuriser, mais il y a quand même un petit risque dans les habitudes, dans l'erreur humaine, en fait, dans ce changement de paradigme qui sera quand même différent dans la façon d'être sécurisé qu'auparavant. Mais c'est pas lié à la technologie 5G en tant que telle. C'est lié au paradigme qui va être lié à la technologie. Parce que vu qu'avec la technologie, il y aura plus d'applications, il y aura plus de points de contact, il y aura plus de décentralisation, même si la technologie est plus sécurisée, c'est juste quelque chose à prendre en compte. Vu qu'ici, on s'adresse à des personnes qui vont avoir ces problématiques au quotidien, je pense que c'est très important de continuer à communiquer là-dessus pour éviter ce type de piège. Alors, 6e promesse, la pérennité. C'est quand même aussi industriellement un sujet important. J'avoue que j'ai un peu de mal à suivre. J'avais la version 15 qui était sortie, je crois, en 2018, mais elle n'est pas adaptée à l'industrie. Si on veut la latence, c'est la V16. Si on veut les millions d'objets, c'est la V17. On en est où de ces versions-là? On a annoncé un boom en 2021. Est-ce qu'il sera en 22, 23, 24? Nicolas, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus pour pouvoir déployer un réseau privé de 5G dans son entreprise? Alors, concrètement, ces évolutions, je vais vous rassurer, c'est normal.
puisque l'évolution des règlements, des normes 5G comme 4G auparavant suivent un continuum technologique. Donc concrètement, il faut voir ça comme des mises à jour au fur et à mesure. La version 15, donc qui était un peu la naissance un peu de la 5G entre guillemets, ça a été la première forme de 5G. Avec la version 16, on atteint, de manière très schématique, une fiabilité suffisante pour que cela soit intéressant pour les industriels. Et au fur et à mesure, là, on va bientôt se préparer prochainement pour une V17, comme vous l'avez dit, et de nouvelles mises à jour vont être mises en place. Et de la même manière qu'il y aura au fur et à mesure ces mises à jour, de la même manière qu'il y aura ensuite la mise en place de réseaux standalone dont on a déjà commencé à parler, qui permettront d'avoir des cœurs de réseau adaptés, enfin toutes ces choses-là qui sont adaptées, on va au fur et à mesure gagner en fiabilité, gagner en efficacité, et toutes les belles choses qu'on a évoquées avant vont pouvoir s'améliorer. Donc, en fait, je comprends que ça puisse surprendre de l'extérieur, mais il faut voir ça comme une progression logique. Si je continue votre progression logique, on annonce en 2035 la fin de la 3G, la fin de la 2G qui est sur la table. Ça veut dire que dans 10 ans, on passe à la 6G et on jette la 5G? Alors, je vais dire oui et non. Donc, oui, vraisemblablement, dans 10 ans, on passera à la 6G. Je peux déjà vous dire que l'ANFR est en train de réfléchir aux nouveaux standards sur la 6G. La 3GPP et les ensembles qui créent les normes des futures générations de connectivité, ils réfléchissent également. Et j'ai presque envie de vous dire, j'ai envie de voir ça positivement. Heureusement qu'ils y pensent dès aujourd'hui et que ça ne sera pas du jour au lendemain pour réfléchir au nouveau format de connectivité. Mais pour autant, de la même manière que je vous ai répondu auparavant que la 4G ne va pas mourir par l'arrivée de la 5G et qu'aujourd'hui encore, il y a de la 2G et de la 3G, je n'ai pas trop de crainte sur le fait que la 5G va continuer et ne va pas mourir par la naissance d'une 6G. Stéphane, pour vous, cette pérennité, pas de souci, il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus? L'industrie est très, on va dire, elle a beaucoup appris de ce qu'est le Toyota Production System, qu'on appelle parfois le Lean. Un des enseignements du Lean, c'est mieux qu'hier, moins bien que demain. Donc, de toute façon, on est dans cette logique-là. Tout ce qu'on fait, c'est mieux qu'hier, ou doit être mieux qu'hier, et on sait que c'est moins bien que demain. Donc, il n'y a rien de pérenne dans ce monde. Tout bouge et tout peut s'améliorer. Donc, il n'y a aucun problème avec cette approche. Ça crée un problème dans des débats comme on a actuellement. J'ai participé à une table ronde assez intéressante où il y avait des industriels comme nous qui avons testé l'actuel. Il y avait des gens d'Orange, il y avait des gens de Qualcomm. Alors c'est intéressant parce que moi j'expliquais finalement les plus et les moins de la technologie actuelle. Orange qui expliquait déjà les promesses de la NSA, puis Qualcomm qui était là encore dans une autre dimension, en train d'expliquer les promesses d'après-demain. On était à Supélec. J'admets que pour les étudiants, ça peut créer de la confusion, parce que finalement, on parle de quoi? Parce que tout le monde parlait de quelque chose de différent. Donc, à un moment donné, charge en tout cas à nous tous de clarifier. Il y a ce qui est aujourd'hui, il y a ce qui sera possible dans 2 ans. Et encore, quand on dit dans 2 ans, c'est 2 ans en France, mais ce sera peut-être dans 1 an ou moins en Allemagne qui lance le standalone dès maintenant, alors que nous, c'est pas peut-être 2023. Donc ça crée clairement de la confusion. Mais quand on est dedans, alors, bon, après moi je suis un homme des télécoms, donc comme Nicolas, je le comprends, c'est normal. Et puis il y aura une V18, une V19, une V20, et puis après il y aura la 6G qui recommencera en V1, V2, V3, V4, et c'est normal, c'est le cycle éternel. Je reviens quand même sur les données. Si vous me laissez 2 minutes sur le sujet, je voulais compléter, je ne vais pas redire ce qu'a dit Nicolas, mais je voulais juste compléter, parce que c'est quelque chose qui me tient un peu à cœur. La bataille des données personnelles est perdue. L'ensemble des gens ont cliqué sur « j'accepte de partager mes données ». Donc les données personnelles, elles ont été pompées. Aujourd'hui, les GAFA ou autres savent tout sur vous quasiment. On peut le regretter, mais cette bataille est hélas quasiment perdue. Il est hors de question que les industriels perdent cette bataille sur les données industrielles, qui est le nouveau champ de bataille. Et on voit les grands, y compris les GAFA, qui commencent à racheter des fabricants de microcontrôleurs parce qu'ils se disent maintenant, les données qu'on veut choper,
c'est celle-là, c'est au niveau du microcontrôleur, c'est toutes ces données industrielles, c'est dans les usines et autres. Donc il va falloir, nous, qu'on soit très très prudents parce que il y a non seulement aucun intérêt, mais il y a un grand danger à ce que nos données industrielles soient pompées par une tierce partie. On ne sait pas ce qu'il va en faire. Il peut être malveillant, il peut aussi vouloir les monétiser, et ça, il n'en est pas question. Donc il y a toute une logique. Certains appellent ça du edge computing ou du edge AI si on utilise l'intelligence artificielle ou autre. On va vouloir garder les données à l'intérieur et pas les mettre à la portée de tout le monde. Là, il y a une vraie bataille qui s'ouvre sur les 10 prochaines années sur les données industrielles où très probablement ça va dépasser en quantité les données privées. Oui, c'est très important, vous avez raison d'insister dessus, c'est où on va mettre le curseur là, entre tout ce qui est diffusé et le reste. Dernière promesse, en fait, les économies monstrueuses, parce qu'on annonce des économies importantes. Stéphane, on va continuer avec vous. Combien ça coûte? Quel ROI? Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus? On a décidé de continuer avec la 5G et pour autant, en face de chaque promesse, vous entendez des questionnements. Hein, on est encore très en questionnement. Aujourd'hui, la 5G ne nous apporte pas d'économie. Aujourd'hui, la 5G nous apporterait un coût supplémentaire. Parce qu'on a de toute façon installé un réseau, et dans notre future usine, on installera un réseau filaire Wi-Fi, Wi-Fi 6. Donc, on va rajouter de la 5G. Donc, on n'est pas en train de parler d'économie. Maintenant, quel est le retour sur investissement? Qu'est-ce que la 5G nous permet de faire qu'on n'aurait pas pu faire avec l'autre réseau? Et ce ROI, on est en train de le chercher. Aujourd'hui, concrètement, on a fait des points là, sur encore les 2 prochaines années, jusqu'à l'arrivée de la standalone, qui nous permettra peut-être de débloquer beaucoup plus de choses. Moi, j'imagine, mais c'est un peu science-fictionnesque, hein, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs à la fin de notre petit film d'animation. J'imagine l'usine du futur comme étant un peu comme une pièce de théâtre, où entre chaque acte, on doit pouvoir changer ce qu'il y a sur la scène, très vite. Et voilà, acte 1, acte 2, acte 3. Alors, est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est toutes les heures? Bon. En tout cas, pouvoir changer très facilement et redimensionner nos usines en fonction de la charge qu'on va avoir, parce qu'il y aura peut-être plus ce produit qui sera demandé, moins celui-là, et donc on va pouvoir reconfigurer pour éviter d'avoir des espaces pleins de vide, où on avait prévu de faire ça à tel endroit, et puis il n'y a pas tellement de commandes, donc l'espace est vide, inutilisé, et à côté, on manque de capacité de production, donc on veut pouvoir réagencer ces usines de manière très rapide. C'est des choses qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien faire en ordonnancement. Il y a toute une problématique sur les ERP, l'ordonnancement de l'usine. Mais c'est là où je vois un grand intérêt d'être sans fil, parce que dès qu'on a un fil à la patte, c'est compliqué. Il faut rebrancher, il faut remettre toutes les connexions des réseaux, etc. Et donc là, moi, je vois un vrai intérêt. Ça veut dire des coûts de device qui sont faits, parce qu'on a parlé du réseau, mais le réseau, il faut bien qu'il communique, il faut bien qu'il y ait un émetteur à un moment donné. Et donc, ces émetteurs-là, il va falloir que le coût soit extrêmement bas si on veut que nos usines soient recouvertes de capteurs, qu'on ait des milliers de capteurs, parce que c'est ça aussi l'usine du futur, c'est des milliers de capteurs qui vont remonter des données en temps réel, qui vont nous permettre de faire de la maintenance prédictive parce qu'elles vont détecter que quelque chose commence à mal aller. La 5G a cet avantage aussi de pouvoir gérer, faire du device management. On parle d'1 million d'objets au kilomètre carré. En tout cas, c'est la promesse. Aucune technologie permet de faire ça aujourd'hui, autre que la 5G. Donc, on imagine une très grande densité d'objets communicants pour pouvoir déplacer nos stations de travail, mais aussi pour pouvoir communiquer et faire de la maintenance. Donc ça c'est ce vers quoi on tend, et c'est pour ça qu'on va continuer à travailler sur un réseau un peu pilote de 5G, pour basculer peut-être dans 2 ans avec un déploiement beaucoup plus large. Mais je ne le vois pas en remplacement, je le vois en plus. En fait, vous nous parlez plutôt d'une 8e promesse qui serait une flexibilité encore plus élargie. Oui. Nicolas, je reviens vers vous sur la partie économie, parce qu'il y a une notion dont on n'a pas encore parlé, c'est la consommation électrique. Certains disent que la 5G, c'est une ineptie, que ça consomme énormément. Alors, plus les tuyaux vont être gros, si on a bien compris, plus on va avoir envie de faire transiter des données, plus ça va coûter cher, ça va consommer.
Alors, il y a deux questions en fait là-dedans, et c'est tout le débat aujourd'hui dans la société civile également. C'est est-ce qu'on parle en valeur absolue ou est-ce qu'on parle en valeur pardonnée? Valeur pardonnée, la 5G est plus efficace énergétiquement, de par toutes les technologies qu'on a pu évoquer avant, de par le beamforming qui permet de pouvoir être plus efficace lorsqu'on essaye de cibler les personnes qui ont vraiment besoin de données. Un autre exemple que je peux vous donner qui va plutôt dans le bon sens, de par la virtualisation de beaucoup de fonctions, certaines fonctions qui étaient aujourd'hui utilisées par des hardware vont être maintenant passées, vont être cloudifiées, vont être virtualisées. Ce qui fait que tous les réfrigérants, qui étaient un des gros postes de consommation d'énergie auparavant, vont disparaître. Donc, toutes ces choses-là font que, pardonnez, on parle de x10, x20 d'efficacité énergétique. Mais évidemment, vu que cette efficacité permet également de multiplier les cas d'usage, par conséquent, il est possible que la multiplication des usages compense ou même surcompense ce gain énergétique. Et ça, on rejoint un peu la question de la saturation. Beaucoup de personnes en parlent, mais bien malin celui qui est capable de prédire l'évolution de la consommation. Il y a deux petits éléments de réponse que l'on a. L'histoire laisse penser qu'il y a plutôt un effet rebond, mais l'exemple de la Corée du Sud qui a lancé la 5G il y a 1 an laisse penser plutôt à une évolution de la consommation plutôt linéaire et qui serait dans la suite, dans la lignée de la 4G. Donc ça, c'est sur la question énergétique. Et j'aimerais quand même revenir sur ce qui a été dit avant, puisque en effet, on n'en a pas parlé avant. Une des grosses forces de la 5G, et si ce n'est la plus grande force, c'est l'aspect premier réseau sans fil, totalement fiable, et les gains d'intermodalité industrielle que cela apporte. L'usine de Mercedes à Sindelfingen est une bonne illustration de cela, où pas mal de personnes qui ont travaillé là-bas nous expliquaient que grâce à cette réactivité et cette intermodalité permise par la 5G, ils espéraient à gagner en sur-mesure, en résilience et pouvoir modifier leur appareil productif beaucoup plus vite. Donc, merci j'abonde vraiment sur ce qui a été dit avant parce que on en parle très peu et c'est pourtant, je trouve, un des aspects les plus puissants de la 5G. Écoutez, je vais donner un peu la parole à chacun pour conclure. Stéphane, je me tourne vers vous. On a fini les promesses. Dans la pratique, pour vous, c'est plug and play, la 5G, ou c'est plug and play? Je vais juste, désolé, je ne vais pas retarder, mais je reviens sur l'énergie. On fait souvent le parallèle pour les réseaux télécoms avec les autoroutes et les voitures. Parce que finalement, les autoroutes de l'information, et ça reviendrait, en fait, il y a beaucoup de mauvaise foi, parce que ça reviendrait à dire, les gens ont développé des voitures plus petites qui consomment moins, c'est pas bien, parce que finalement, les gens vont acheter plus de voitures. Finalement, ça se résume à ça le débat. Donc plus de voitures, donc ça va consommer plus. Voilà. On peut faire ce type de parallèle. Plug and play, plug and pray, j'ai bien aimé l'expression. Ce dont on s'est aperçu, c'est que je vais prendre les deux exemples sur lesquels on a travaillé. Donc le S4TH, qui est le produit de la Croix-Sofrel, qui gère en fait l'atmosphère dans une usine, la température, la qualité de l'air, etc. Et puis l'AGV. D'un côté, on a un industriel qui y croit et qui a décidé d'investir dans un produit qui va faire de la 5G. Et c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il faut que toute la chaîne du fabricant de chips, prenons Qualcomm, d'un intégrateur peut-être de modules, je ne vais pas donner tous les noms, sinon je vais faire de la pub aux autres, un OEM qui va, lui, intégrer cette technologie qui a absolument besoin du support du fabricant de chips à ce stade. Ça, il ne faut pas imaginer qu'un industriel, il va dire, tiens, je prends le module 5G, ça va marcher. Il y a encore un besoin de travailler avec le fabricant de semi-conducteurs de manière très proche. Il faut que l'industriel dise, moi, ça m'intéresse, et puis j'ai un réseau 5G. Et puis, il faut que l'opérateur fasse en sorte que ce cas d'usage fonctionne. Et là, moi, je pense que c'est vraiment une des leçons de la co-innovation avec Orange. C'est entre guillemets facile de déployer un réseau grand public, parce que comme c'est one size fits all, tout le monde achètera les mêmes mobiles. Dans l'industrie, chaque cas d'usage demande de la customisation, demande un projet, demande un chef projet qui suit ça de A à Z, plusieurs d'ailleurs. Et en fait, c'est un effort qui est quand même important.
Donc la pénétration de la 5G dans l'industrie qui va passer par cette multiplication des cas d'usage, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'un déploiement dans le grand public. Ça, en tout cas pour moi. Donc le plug and play, il est très loin devant nous. On ne veut pas être non plus dans le plug and pray, mais c'est pas plug and play encore. Nicolas, pour conclure, pour la France, est-ce qu'elle a une carte à jouer, la France, dans votre rapport avec la Fondation Concorde? Vous en parlez à la fin. Est-ce qu'on est en retard, on est en avance? Est-ce qu'on a une carte à jouer là-dessus? Alors, on est en retard, mais c'est pas un retard qui est irrattrapable. On a été en retard pour l'attribution des fréquences, mais disons que c'est d'aujourd'hui que la course commence vraiment avec la mise en place de champions industriels et de cas d'usage disruptifs. Et c'est vraiment le point sur lequel j'aimerais insister. Je crois beaucoup à la théorie du bac à sable. La 5G a connu beaucoup d'honneurs et beaucoup de déshonneurs, beaucoup de marketing et beaucoup de critiques infondées. Et il est important que les industriels s'acculturent avec cette technologie, comprennent ses caractéristiques précisément, ce que ça apporte, les grandes caractéristiques qu'on a évoquées tout au long de ce débat, et les comparent à leurs besoins, leur cas business au quotidien. Ce n'est que comme ça qu'ils pourront, en confrontant ces deux aspects, penser à de nouveaux cas d'usage, innover. Et ce n'est que comme ça que la France pourra faire naître des champions. Mais à côté de ça, on a une des meilleures fibres du monde qui est quand même à la base des réseaux 5G également. On a des grands groupes opérateurs, on a des groupes industriels qui ont déjà commencé à expérimenter. Oui, la France a sa carte à jouer, mais il faut être sur la ligne de départ pour être sur la ligne d'arrivée. Et j'aime beaucoup l'image du bac à sable parce que ce qu'on veut faire en mettant la 5G dans notre projet Symbiose d'usine, on sera aux côtés d'Orange. On veut en faire un endroit où les industriels pourront venir tester. Alors voilà, vous voulez tester des produits en milieu industriel, vous pouvez venir chez nous. Et on a un réseau qui est là et on peut vous accompagner. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, on viendra visiter Symbiose. J'ai vu que la construction démarrait. On peut voir sur Internet l'évolution quotidienne. En fin d'année. Voilà, exactement, en direct. Écoutez, il me reste à vous remercier tous les deux pour ce débat passionnant et riche d'informations. J'invite tous ceux qui nous suivent à continuer. Nous retournons chez SMG Confrères pour une visite 360. Bonjour Gilles Silkeviez et merci de vous recevoir chez SMG Confrères. Bienvenue chez nous, merci de vous être arrêté à la maison. Voilà, c'est une PME qui date de 1947. C'est ça. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer votre métier? Parce que SMG, il doit y avoir un côté mécanique général dedans. Alors, à la base, ça se découpe comment, si j'ose dire, si j'ose utiliser ce terme? À la base, SMG signifie Société de mécanique générale. En 1947, la société qui a été créée par Monsieur Confrère s'appelait SMG Confrères. Aujourd'hui, c'est le petit-fils du créateur qui est à la tête de l'entreprise depuis déjà plus de 20 ans, qui pilote notre unité. Ici, on a 3 sociétés. SMG Confrères, la société historique, regroupe uniquement la partie administrative, c'est une vingtaine de personnes. Et puis, contigu au bureau, on a 2 sites de production, 2 sous-traitances industrielles, un qui s'appelle SMG Découpage Emboutissage, qui, comme son nom l'indique, découpe des pièces sur presse, et un autre site qui s'appelle SMG Tôlerie, où là on fait des pièces de tôlerie avec des machines plus flexibles qu'on découvrira tout à l'heure. Au niveau des secteurs industriels, c'est… Alors on est sur des secteurs industriels qui sont moins chassés que les secteurs qu'on connaît très bien en découpage emboutissage, qui sont en général l'automobile et l'électroménager. On n'est pas du tout sur ces marchés-là. On est sur des marchés de bâtiments, un petit peu de poids lourds, de la protection incendie, un petit peu d'agricole, des marchés annexes sur la partie découpage emboutissage. Et en tôlerie, on est sur de l'agricole, du bâtiment, des systèmes qui vont sur des batteries pour véhicules électriques, de la sonorisation très haut de gamme, de l'éclairage. Donc j'imagine que depuis 1947, vous avez vu passer des crises. Là, on est dans une nouvelle crise. Quelque part, les entreprises comme les vôtres, c'est un peu le baromètre de l'industrie. Comment vous sentez les choses arriver? Paradoxalement, on a subi comme tout le monde un arrêt l'année dernière de 15 jours à 3 semaines. Et puis rapidement, c'est reparti. Et en fait, aujourd'hui, on subit très très peu les affres de la crise. En fait, on ne peut pas parler de crise chez nous. On a un volant d'affaires qui est assez régulier et soutenu, voire très soutenu sur certains secteurs d'activité. Notre objectif a toujours été la diversification et on se rend compte que cette diversification paye. Puisqu'aujourd'hui, les secteurs d'activité qui tournent très bien chez nous compensent des secteurs qui tournent un peu moins bien.
Par exemple, l'agricole tourne très très fort, le cours du blé a fortement augmenté et les agriculteurs français ou étrangers investissent beaucoup. De même, on travaille dans les batteries pour véhicules électriques type bus. C'est un marché qui est très porteur, en croissance. Beaucoup de mairies sont passées du côté écologiste et du coup, ces gens-là investissent beaucoup dans des énergies renouvelables pour le transport public, donc dans les bus. Donc c'est plutôt une bonne chose pour nous. Et parallèlement à ça, des métiers comme les métiers du spectacle, les fabricants d'enceintes par exemple, ou d'éclairage scénique, eux, ont perdu des parts de marché parce que leurs marchés se sont quasiment arrêtés. Et on arrive comme ça à compenser. Et c'est toujours à peu près comme ça qu'on s'en est sorti. La recette, c'est la diversification quelque part. La diversification, c'est notre recette et je pense que c'est la recette qui fonctionne. Et est-ce que notre recette des sous-traitants, c'est pas aussi de sortir de la sous-traitance et d'avoir sa propre offre? J'ai vu sur votre site internet que vous faites des cheminées, c'est ça? Alors voilà, notre credo depuis une dizaine d'années, c'est de nous diversifier. L'objectif à terme est d'avoir 20% de notre chiffre d'affaires qui soit lié à des produits qu'on va appeler des produits propres développés en interne. Donc on a monté pour ça une petite structure. Au départ, on a créé une marque qui s'appelle Initial Paris, qui fabrique des cheminées bioéthanol très haut de gamme. Ça nous a permis de comprendre comment se passait la distribution d'un produit propre. On a mis une dizaine d'années à monter cette structure qui aujourd'hui tourne très très bien. On y a intégré des gens qui sont infographistes, webmasters. On travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et quelque part, en fait, ça nous amène aussi des compléments à nos connaissances commerciales et marketing. Et même la partie industrielle utilise ces compétences. Donc aujourd'hui, par rapport à certains concurrents qui ne sont pas équipés de la sorte, on a une petite longueur d'avance et on continue à accélérer fortement sur cette partie de digitalisation de nos activités marketing. Et l'objectif de 20%, vous êtes à combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 10%. 10%. On est à 10% en 10 ans. Parallèlement à ça, le chiffre d'affaires de l'entreprise a continué à croître. Donc forcément, on dilue moins, on augmente moins vite ce pourcentage. Aujourd'hui, ça représente 1,5 million d'euros sur 15 millions de chiffre d'affaires. On a une idée, vous avez quelque chose dans les tuyaux? Oui, alors dans les tuyaux, on a la création actuellement d'un site internet qui va s'appeler Du passé au présent, sur lequel on va mettre toutes les bonnes idées que l'on a, qui sont des idées qui vont nous permettre de faire de la vente en ligne, de produits réalisés en tôlerie, complètement dans notre métier, et des produits différents de ceux que vous allez trouver sur le marché. C'est-à-dire souvent plus haut de gamme, mais en chantant le réseau de distribution. C'est-à-dire qu'on va vendre en direct des produits réalisés en tôlerie aux particuliers. L'exemple, ça va être des bordures pour les jardins, des nichoirs pour les oiseaux ou des mangeoires à oiseaux en métal ou en inox. On a créé des systèmes anti-buée pour les masques. L'année dernière, lors du Covid, ils vont être dessus également. Tout ce qu'on va pouvoir inventer en interne, c'est un peu aussi la chasse aux idées. On le développe, on le met en ligne et si ça marche, on pense le commercialiser. Et avec une règle, c'est peut-être pas à concurrencer les clients que vous avez déjà. Donc non. C'est là où il faut jouer. On est sur des marchés un petit peu toujours pareil. On essaye de ne pas marcher sur les plates-bandes de nos clients. Ce ne sera jamais le cas avec les produits auxquels on pense. Par exemple, on a créé une marque qui s'appelle Flex Cocoon qui permet de diviser les tables de cantine ou les tables de travail pour éviter que les gens puissent, dans la période actuelle, se contaminer. Mais à terme, je pense que tout le monde aura ce genre de crainte et essaiera. On a parlé de l'open space pendant longtemps. Aujourd'hui, on essaye de resserrer un peu la surface de travail des gens et surtout leur environnement. Donc, ce qu'on a créé s'appelle Flex Cocoon, des cocons flexibles en plexi tenus par des pattes, entre guillemets, un peu intelligentes qu'on a créées chez nous. Et ça sera sur le site également. D'accord. Qu'est-ce qui vous manque justement, parce que vous êtes en train de développer là, oui. On voit vraiment que vous êtes plutôt dans une croissance et que la période Covid, elle ne vous impacte pas trop. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour vous développer? C'est du foncier, des financements, ce que j'avais posé un peu à des cahiers, des compétences. Qu'est-ce qui vous manque? Le foncier, on est bien. Monsieur Confrère a réussi au fur et à mesure des années à récupérer des surfaces autour de l'entreprise, donc là-dessus on n'a pas de souci particulier. On est plus sur de la compétence et de la formation. Donc la formation, on sait prendre en charge des formations. Ce qu'on a plus de mal à trouver, c'est des gens à mettre en face de ces dites formations. Aujourd'hui, par exemple, on doit beaucoup travailler sur la partie soudage. Aujourd'hui, on a des gens qui sont formés en soudure, mais aujourd'hui, on a besoin de les qualifier. Et pour les qualifier, on parle de normes comme la 3834 ou la 5817 sur lesquelles il y a un très très gros travail à mener sur les 12 à 18 mois à venir. Là, on manque de compétences aujourd'hui en interne, on élève les gens au niveau, mais c'est très 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 long. Et puis ce qu'on a du mal à trouver, c'est des gens qui veulent accéder à des métiers de la soudure ou du pliage, par exemple.
D'accord, bah écoutez Gilles, je vous remercie. On va peut-être faire cette visite parce que visiblement il y a des choses intéressantes. Vous avez parlé de découpage, de laser. Oui. On va aller voir tout ça. On va vous montrer tout ça. Merci beaucoup. À tout de suite. Je vous propose d'aller visiter l'entreprise maintenant. Je vais vous montrer un petit peu notre parc machine. Avant ça, on va s'arrêter au bureau d'études où on va croiser Brice qui va nous montrer sur quoi il bosse actuellement. C'est une dalle que vous retrouverez dans l'atelier plus tard. C'est un produit qu'on fabrique au quotidien. C'est un châssis d'ailleurs, sur lequel notre client final vient fixer des piles, des batteries au lithium. Et ensuite, cet ensemble-là est coiffé d'une pièce qui est également réalisée chez nous. Et ça vient se positionner sur des toits de bus, il y en a 7 ou 8 en fonction de la taille des bus. Vous, votre but du jeu, c'est que vous recevez quand même le plan de l'acheteur, du client, ouais. Et vous devez le redécomposer pour que ça passe sur votre machine. C'est ça. On a reçu sur ces pièces-là, qui est particulière, il y a 3 ans, une esquisse client quasiment. On a fait évoluer la pièce au fur et à mesure, tout d'abord des prototypes, puis des EI, puis des fabrications qu'on a réalisées. Et aujourd'hui, elle est figée. Mais bon, c'est ce qu'on appelle plus du co-développement que du développement. On n'est pas fabricant de batteries pour véhicules électriques et notre client, lui, n'est pas taulier. Avant, on est une société de sous-traitance, on est une société de services. On loue des services techniques, on loue un parc machine, on loue une expertise. Donc là, on arrive dans le bâtiment SMG découpage emboutissage. La première chose que je voulais vous montrer, c'est la matière première qu'on utilise. En découpage emboutissage, il y a 2 méthodes de fonctionnement. Soit on part de bobines, et ce qu'on appelle de la bobine, c'est ce qu'on trouve devant nous. Ce sont des bobines de tôle, en l'occurrence, là c'est de la tôle galvanisée. Ces tôles sont déjà à largeur, donc c'est un produit qu'on va appeler semi-fini. On approvisionne des bobines dont la largeur est appropriée à la largeur de l'outillage dans laquelle on va réaliser la pièce. Donc là, on est sur un outil qu'on appelle un outil à suivre, un outil dit progressif. Cette fameuse bobine que je vous ai montrée un petit peu plus haut, elle est partie du dévidoir et ensuite elle arrive dans l'outil de presse. Et à chaque coup de presse, on est en train de créer une ébauche de pièce. Plus on a de postes, plus la pièce est compliquée forcément, plus on a de postes. Là, en l'occurrence, on fait des opérations de découpe, de cambrage et également de taraudage intégré dans l'outillage. L'avantage du découpage emboutissage, c'est le faible coût de la valeur ajoutée. Là, on a un pourcentage de matière qui est de 70-75% et un faible taux de transformation, un coût de transformation qui est faible, parce qu'à chaque coup de presse, on fait tourner une pièce. Et l'outillage, c'est vous qui voulez le développer? Alors nous, on développe ce qu'on appelle la mise en bande, c'est-à-dire toute la logique de découpe à l'intérieur de l'outil est développée en interne. C'est vraiment un savoir-faire très particulier. Une fois qu'on a créé ça, on a sorti ce qu'on appelle la mise en bande. Et cette mise en bande, on l'a confiée à des gens qui sont des experts dans la création de ce genre d'outils. Une fois que l'outil a été développé et essayé chez l'outilleur, il rentre chez nous. Et je vous montrerai ensuite, il est toujours entretenu ici. Il ne sort plus une fois qu'il est rentré chez nous. Donc à chaque fois, là en l'occurrence, on fait l'emballage des pièces. À chaque fois que vous avez une pièce qui tombe, elle tombe dans son carton, elle est emballée dans l'automatique. Quand on parle de presse, on parle de presse de découpage emboutissage, c'est ce qui vient le plus souvent à l'esprit des gens, mais il existe également ce qu'on appelle des presses de reprise qui, elles, ne sont pas équipées de systèmes qui permettent d'amener de la tôle ou de la matière, on va dire, avec un amenage automatique. Mais sur ces fameuses presses, on peut faire d'autres opérations. En l'occurrence, ça, ce sont des tubes d'injection qui vont dans des systèmes de dépoussiérage industriel. Et sur ces tubes-là, on a d'abord fait une première opération qui constitue la réalisation de l'ensemble des trous qui sont sur le tube. Et il y a une autre opération donc de reprise pure qui permet de faire un écrasé en bout de tube. Donc là, nous voilà dans le parc matière, là où côté SMG tôlerie, on réceptionne de la matière première. Donc cette matière première, c'est à 90% de la tôle, acier, inox, alu, dans une multitude de formats. Donc les formats standards sont 1000, 2000, 1250, 2005 et 1500, 3000, mais également dans des formats spécifiques pour limiter la chute. On travaille également avec des formats spécifiques. Donc on a une multitude de nuances qu'on a été obligé d'identifier au fur et à mesure des années. Il y a une dizaine d'années, on devait avoir allez, on va dire 10 ou 15 nuances. Aujourd'hui, on est sur 70 nuances.
Alors quand on parle de découpe en tôlerie, il y a aujourd'hui deux moyens de découper la tôle. Le premier moyen, c'est le poinçonnage commande numérique. Alors, le poinçonnage commande numérique, ça consiste à déplacer une tôle sous un barillet où on trouve une multitude d'outils qui vont pouvoir faire des trous, découper des contours de pièces par ce qu'on appelle le grignotage. Alors, on grignote d'abord tous les trous qui sont à réaliser dans la tôle et puis ensuite on contourne le contour des pièces avec des outils qui vont être carrés, ronds, des formes blondes ou des formes droites. Et en gros, ce sont des machines qui pourraient, on va dire sur le principe, travailler en 3/8, sauf qu'on a des changements d'outils, des entretiens, et que globalement, on est sur un petit 2/8 sur ce genre de machine. Alors une autre machine derrière nous, celle-ci bleue et blanche. On assiste justement au changement d'une tôle. Donc là, on est venu en préhension récupérer une tôle qu'on est en train de palper pour contrôler son format, son épaisseur par exemple. Là. On la déplace sur la table. On va faire une mise en origine et ensuite la tôle va se déplacer, toujours pareil, hein, suivant les technos, mais on est toujours plus ou moins sur le même principe. On déplace la tôle et puis ici, la machine sélectionne ses outils, vient palper la tôle et ensuite commence à palper. Le deuxième type de machine utilisée chez nous, ce sont les machines de découpe laser. Donc là, on est devant une découpe laser qui fait 6 kW avec une technologie qu'on appelle fibre. Ce sont les dernières technologies de découpe. Donc on a un faisceau lumineux que l'on voit clairement sur l'image et on vient découper le contour des pièces que l'on a programmées auparavant. Donc là on est sur une tôle de forte épaisseur, on est sur du 12 mm et malgré tout on voit que forcément c'est sans effort, c'est rapide. Alors bien entendu plus l'épaisseur est faible, plus les machines vont aller vite. Sur des tôles de 5 à 8 dixièmes, on est capable d'avancer on va dire entre 20 et 30 mètres minutes. Donc des machines comme celle-ci, on en a deux aujourd'hui. Une donc de 6 kW et une dans laquelle on passera un peu plus tard qui fait 6 kW également mais avec une autre technologie. Et là actuellement on prépare l'arrivée incessamment sous peu d'une très grosse machine de 8 kW fibre de nouvelle génération qui va arriver dans les jours à venir. Tout ça c'est pourquoi? Pour gagner de la vitesse? Pour gagner de la vitesse, ce sont des machines aussi qui sont plus intelligentes, entre guillemets, qui permettent de faire ce qu'on appelle des opérations de dégrafage automatisé. Le dégrafage, c'est l'opération qui consiste à aller récupérer la pièce dans la tôle une fois que l'ensemble est découpé. Aujourd'hui, il n'existe pas de système de bras robotisé pour récupérer ces pièces, donc on a encore des opérations manuelles et l'objectif de l'entreprise dans les mois et les années à venir, c'est de robotiser un maximum de choses. Ce sont des choses qui sont généralement pénibles à réaliser, qui ne nécessitent pas de compétences particulières, mais qui sont des opérations pénibles et fastidieuses. Et ça, ces opérations-là, on essaie de les limiter. Donc on a vu qu'on avait découpé des ébauches, ce qu'on appelle des ébauches, soit par poinçonnage commande numérique, soit au laser. Et ensuite, on arrive aux opérations de pliage. Donc le pliage, chez nous, c'est un parc d'environ 15 machines numériques pour la plupart, dont certaines de toute nouvelle génération avec des changements d'outils automatiques. C'est vraiment des machines intéressantes sur lesquelles on a un magasin qui intègre les poinçons et les matrices nécessaires à la fabrication de certains types de pièces, bien entendu. Et la machine est très flexible, c'est-à-dire que là, je viens d'arriver, j'interromps un collègue qui était en train de faire une autre série, et puis par exemple, j'ai un prototype à faire ou j'ai une petite série à passer pendant une très grosse série. Généralement, un temps de changement d'outil, c'est 20 à 25 minutes. Là, avec cette machine-là, en 3 minutes, on a changé complètement la configuration de la machine et on peut partir sur une autre série. Donc là, vous allez voir que la machine fait son œuvre. On va voir arriver tout doucement les outils. Le magasin vient de ranger les anciens outils et commence à nous amener à disposition des matrices et des poinçons qui vont permettre de passer à une autre série. Et ce qui aurait dû prendre avant entre 20 et 30 minutes, on va dire, avec les opérations de manutention, les calages et les réglages, aujourd'hui va prendre 3 à 4 minutes maximum. Ça, c'est une pièce qui est intéressante. Ça fait partie, tout à l'heure on parlait de marché chez nous, entre guillemets, de renouvellement ou de diversification. Là, on est sur des pièces qui vont sur des batteries pour bus. C'est le couvercle d'une batterie au lithium
polymère, lithium-ion sur celle-ci peut-être, ou lithium-ion je crois, qui permet de fermer le sarcophage et d'intégrer à l'intérieur des éléments batterie pour des bus électriques. Alors tout ce qu'on voit là, ça paraît entre guillemets simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, tout ça on va souder, que les angles ont besoin d'être parfaitement respectés, les accostages, donc les zones où les bords se touchent doivent être particulièrement propres. Et derrière, la soudure est manuelle ou robotisée sur ce genre de pièces. Et on fait des variantes donc en acier et en aluminium. Une fois qu'on a plié les pièces, on a un petit peu d'activités annexes qui vont être de la mise en place d'inserts, de goujons, de rivets. Et là, en l'occurrence, sur cette pièce assez grosse qui va sur un tracteur, on vient souder des écrous. Donc là, ils s'y mettent à deux parce que la pièce est à manutentionner et relativement lourde. Donc là, on a mis un écrou en place, maintenant on le soude. Sur cette machine, on a un système d'amenage automatique qui, lui, va permettre d'amener automatiquement l'écrou en place. On arrive dans une zone qu'on appelle la zone de soudure, où là, on va avoir deux types d'équipements, de la soudure manuelle ou de la soudure robotisée. Donc là, on travaille sans apport de métal et on vient fermer un angle. C'est ce qu'on appelle de la soudure TIG. Une fois que l'angle a été fait, voilà, on va faire le deuxième et puis on verra la pièce terminée ensuite. Donc là, l'angle a été soudé, il est parfaitement propre. L'avantage de cette soudure, c'est également une soudure qui permet d'avoir de l'aspect. Ce n'est pas une grande soudure en termes de tenue mécanique, mais c'est une soudure aussi si on avait des étanchéités à garantir, qui est très bien pour garantir des étanchéités. Donc là, on retrouve le fameux bac qu'on a vu au pliage tout à l'heure. Maintenant, il est installé dans un gabarit et on va venir souder les angles de la pièce. Les angles là doivent être par contre parfaitement étanches. Ce sont des pièces qui doivent être étanches une fois qu'elles sont terminées. Quand on parle de montage chez nous, on parle de montage, entre autres, de petits composants qui sont soit des inserts, soit des goujons, soit des tiges filetées qui sont serties. Et ça, c'est une opération manuelle. On pourrait difficilement robotiser parce qu'il y a énormément de variantes d'inserts sur la même dalle. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir une expertise et on a quelqu'un qui fait ça très très bien. On doit respecter forcément le diamètre de chaque goujon, sa longueur, et il y a une multitude, donc on travaille avec des bacs de couleurs pour avoir un référentiel en visuel. Ça c'est pareil, donc ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelle la dalle qui va recevoir le couvercle qu'on avait vu précédemment au pliage. Et c'est sur ces fameuses dalles que seront installées les batteries au lithium. Donc là on rentre dans l'atelier où on soude au robot. Donc la soudure robotisée, c'est avant tout la mise en place d'éléments dans des gabarits. On a un exemple ici de gabarit. On a une machine qui est constituée d'un bras robotisé à l'arrière qui se déplace de gauche à droite sur deux postes. Sur chaque poste, en fait, on a des gabarits et dans chaque gabarit, on vient installer les pièces. Ce qui garantit la géométrie de la pièce, c'est le gabarit. Ces gabarits sont réalisés chez nous. On travaille également sur la fabrication d'un châssis qui permet de réaliser la fameuse dalle qu'on a vue avant. C'est bien, on est dans le cycle. La dalle qu'on a vue sur laquelle on installait des inserts, à la base, c'est ce châssis-là qui permet de la maintenir. Là, on a de grosses contraintes mécaniques, des contraintes de planéité. C'est une pièce qui a nécessité entre 2 et 3 ans de mise au point pour arriver vraiment à être aujourd'hui au plan client et à tout respecter. Il a fallu quasiment 3 ans. Alors une fois que les pièces ont été réalisées, bien entendu, à chaque étape, on a des opérations de contrôle, réglage, contrôle interopération, contrôle pendant la production. Et une fois que tout ça a été réalisé, les pièces sont ou prêtes à partir chez nos clients, ou prêtes à partir au niveau des activités de traitement de surface, par exemple, qui vont être le zingage, la galvanisation ou la cataphorèse. Avant ça, on a des opérations de contrôle qui vont être réalisées soit dans l'atelier, soit directement dans le laboratoire, où là, on va pouvoir, grâce à un bras 3D, vérifier l'ensemble des cotes du plan, les recouper, donc vérifier la pièce et recouper ses cotes. On va reprendre la géométrie de la pièce en utilisant le bras et le scan peut-être même, non ? On peut scanner la pièce ou prendre des points. Et ces fameux points, ensuite, vont être injectés dans un logiciel et recoupés avec les codes du plan client. On utilise le step du client et au final, on obtient, que tu vas nous montrer là, voilà.
Sur l'écart type entre les deux. Voilà, on va sortir un écart type et un rapport de contrôle. Une fois que les pièces sont arrivées de droite et de gauche des ateliers, donc elles arrivent dans une zone un peu tampon, on a checké au moins une pièce du bac. En fonction de la criticité de la pièce, on a des fréquentiels et des minimums de pièces à contrôler. Ce bac-là a été contrôlé, il est conforme, il peut partir. Donc là, c'est une indication toute bête qui permet de savoir que le dernier contrôle a été réalisé avant que la pièce ne quitte cette zone. Donc là, on arrive dans le bâtiment dédié à la finition des pièces. Donc le traitement de surface qu'on intègre chez SMG, c'est ce qu'on appelle le poudrage électrostatique, le thermolacage. Parfois, on entend parler de peinture époxy ou polyester. Donc là, c'est ce qu'on va faire chez nous. On va travailler par poudrage électrostatique. On va suspendre des pièces sur une chaîne et ces pièces vont subir d'abord un traitement de surface qui va être le dégraissage, plus suivi de plusieurs rinçages, dégraissages successifs. Et à la fin, on fait voilà. Alors à la fin, on fait aussi une passivation avec un produit particulier qui va permettre d'augmenter la durée de vie de la pièce dans le temps, de limiter l'apparition de la rouille. Là, on est sur une chaîne où on garantit à nos clients une tenue qu'on appelle la tenue BS, minimum à 500 heures avec des poudres classiques. Après, on peut travailler en bicouche et auquel cas, on va à minima multiplier par 2 la tenue. Puis on peut travailler aussi avec des poudres très techniques qui, elles, vont encore augmenter le grade. Donc les pièces ont été accrochées, elles sortiront peintes dans 3 heures. Avant ça, elles vont passer donc par la zone de traitement. On va aller la voir là-bas. Donc là, on est sur un exemple de pièce où il y avait des taraudages, par exemple. Alors forcément, si on peint avec de la poudre une pièce sans mettre d'épargne sur les taraudages, quand on va ressortir la pièce, on aura pris dans chaque trou taraudé 80 microns par face. Donc on aura perdu 1,5 mm à l'intérieur. Donc forcément, on vient épargner les zones qui doivent l'être. Là, on est sur un brouillard qui va permettre par aspersion donc, de travailler sur le dégraissage, le rinçage successif et puis en dernière opération, tout au bout du tunnel, on aura l'opération de passivation. Donc là, on arrive dans la zone de peinture où on va peindre les pièces ou en manuel. Là, on est sur une pièce où on a des zones qui doivent être attaquées manuellement parce qu'elles sont un petit peu cachées. Et on a parfois ce qu'on appelle un phénomène de cage de Faraday, c'est-à-dire que la poudre va moins bien se déposer parce que en poudrage électrostatique, on va travailler sur la polarité. La poudre et la pièce ont des polarités inversées et donc ça tire. Ce phénomène-là fonctionne très bien sur des surfaces planes, mais dès qu'on a un petit peu de zones cachées, on appelle ça une cage de Faraday, on a une attirance qui est nettement plus faible. Donc il faut accentuer la charge et c'est ce qu'on fait manuellement à l'entrée. Même si à l'intérieur, ce sont des bras robotisés qui, eux, vont faire le boulot et qui vont permettre au rideau de pièces d'être parfaitement peint pendant la phase de peinture automatisée. C'est une cabine à changement de teinte rapide avec très peu de perte de poudre. On doit être en gros à 95% de recyclage sur la poudre et le changement de teinte rapide, ça veut dire qu'entre du noir qu'on va faire maintenant et du blanc qui pourrait passer, il va se passer 5 à 8 minutes maximum avec purge intégrale de tous les pistolets, de tous les tuyaux. Donc là, on va faire cuire les pièces. La cuisson, c'est, on va dire en moyenne, en ordre général, bien entendu, ça fluctue un petit peu en fonction des épaisseurs de pièces, de matière, parce que forcément, plus c'est épais, plus il faut les laisser longtemps. On va dire qu'en moyenne, la ligne avance à 3 mètres minutes et que pour faire le tour, il faut environ une demi-heure entre le moment où les pièces rentrent. Donc en gros, là, on a une bonne image en plus. Hein. On a des pièces qui sont mates, qui viennent d'être poudrées, et celles qui sortent sont des références différentes, mais réalisées avec la même poudre. On se rend bien compte qu'entre deux, il s'est passé quelque chose. Donc là, on arrive dans la zone de montage dans laquelle on va pouvoir parachever en montage certaines pièces clients. Donc on a des clients qui nous demandent d'aller un peu plus loin que la simple pièce découpée, pliée, soudée, peinte et d'y intégrer des composants. Alors c'est tout type de composants, on va être sur des autocollants, on va être sur de la visserie, sur des patins comme c'est le cas ici, des roulettes. Tout ça c'est conditionné, mis en carton et ensuite le client qui reçoit cette pièce-là, généralement l'utilise comme un kit tout prêt à arriver sur chaîne, c'est du pré-montage et derrière il intègre ça à ses fabrications.
C'est ainsi que s'achève cette visite de SMG Confrères. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu des outils tous différents et complémentaires. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 21 juillet pour la prochaine édition de Global Industrie 360, un Global Industrie qui s'inscrit dans un événement plus général et qui complète le salon physique Global Industrie qui, lui, se tiendra du 6 au 9 septembre prochain à Lyon. Au revoir.